Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, très content réellement, même si je pensais pas l'être. Forcément hier soir, évidemment le résultat est extrêmement décevant en tant que supporter je crois qu'il y a eu pas mal de faits de jeu qui ont stimulé ma frustration. Mais aujourd'hui, voilà, on se retrouve le lendemain, la vie suit son cours, il y a plein d'autres matchs qui arrivent en plus, la planète foot continue à tourner et je crois qu'aujourd'hui je me sens parfois moins supporter particulièrement d'une équipe que suiveur enthousiaste de la planète foot dans son ensemble, donc voilà, on s'en remettra carrément, mais je trouvais que c'était quand même super intéressant de revenir sur ce match parce qu'on y a lu plein de choses, et notamment pas mal des problèmes de l'Olympique Lyonnais, qui sont des problèmes qui durent depuis un petit moment, des maux structurels qui ont été mis en lumière hier soir, ce match qui était une belle synthèse de tous ces mots. Donc voilà, vaste programme. On commence par ce qui est pour moi le premier gros problème, le premier gros mal de l'OL. C'est une animation offensive qui reste toujours aussi défaillante. Alors on a eu des beaux matchs de Ligue des Champions, on a vécu des émotions, mais l'animation offensive, ça reste du 5 ou 6 sur 10 maximum, et je mettrai un point d'orgue particulier, je m'attacherai particulièrement à critiquer le circuit de relance. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus, mais globalement, je trouve qu'on est encore beaucoup trop faible dans la capacité à trouver notre entre-jeu via la relance. Alors, bon, ce système à 3 centraux, je crois qu'il a été conçu premièrement pour simplement pallier à la faiblesse défensive de notre charnière centrale dans un contexte Ligue des Champions. Aujourd'hui, il me semble assez faiblement approprié parce que tu n'as même pas vraiment de gars qui trouvent des relances intéressantes, et alors que tu as devant l'entrejeu le plus technique qu'a eu l'OL depuis un petit moment maintenant, Aouar, Cacré, Guimarães qui était aligné hier soir, même en Ligue 1, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'entrejeux qui montrent un potentiel technique au mètre carré supérieur, et pourtant ils sont assez peu souvent touchés via des passes courtes à ras de terre qui leur permettraient de se retrouver dans les meilleures situations. Combien de fois est-ce qu'on a vu hier sur le premier quart d'heure, la première demi-heure, un pressing montpelliérain qui pousse les centraux et même le gardien Lopez à allonger pour aller chercher peut-être un Toko, peut-être un Kadewere, et encore ils ont eu beaucoup de mal au duel aérien, je crois pas que ce soit même leur principale force, et du coup tu te retrouves dans des situations où ton entrejeu technique qui doit être ta plaque tournante, qui doit être à la base de tout, qui doit toucher en cumulé 450 ballons par match ou 400 à E3, se retrouve souvent à se battre pour des seconds ballons, des ballons qui sont dans des zones aériennes ou en tout cas un petit peu en hauteur avec un rebond. Voilà, ça me semble vraiment pas la manière idoine de procéder quant à ce matériel-là dans l'entrejeu. Donc la nécessité d'avoir plus de qualité à la relance pour battre le pressing, ça peut être d'un point de vue individuel avec une recrue, comme ça peut être d'un point de vue collectif avec une animation différente. Franchement, moi je trouve que 3 centraux, c'est pas du tout nécessaire, et que potentiellement à 2 centraux, tu pourrais avoir une sentinelle qui recule au milieu des deux, un Bruno Guimarães qui vient apporter sa patte là un petit peu plus bas pour ensuite faciliter la transition vers l'entrejeu avec à nouveau des passes courtes, etc. Bref, ça pour moi, c'est un gros problème et il fait pas mal enragé devant sa télé. Le deuxième, c'est celui des fameux faits de jeu. Alors les péripéties qui sont intéressantes, Rudy Garcia parle en interview de ces faits de jeu qui sont pour lui même à dissocier de l'analyse de la rencontre, c'est un parti pris original, mais ce que je dirais c'est que ces faits de jeu et ces péripéties, elles sont réelles, elles font tourner beaucoup de matchs lyonnais, mais pour la bonne et simple raison que tu te livres totalement et t'es carrément à la merci de ces faits de jeu parce que t'es pas assez efficace dans deux zones du terrain, ta propre surface et la surface adverse. Alors si Toko Ekambi au bout de 3 minutes ouvre un petit peu mieux son pied sur ce qui est une action bien menée, sur ce qui est une situation à très forte valeur expected goals, ça c'est 60% de chance de marquer, si tu convertis ce tir, c'est peut-être une autre physionomie. Dans ta propre surface, le geste de Léo Dubois, c'est un geste qu'on a vu, pas ce geste spécifique, d'ailleurs je sais même pas si à penalty, on va en reparler, mais ces gestes mal contrôlés, mal maîtrisés qui donnent le bâton pour se faire battre, qui offrent la possibilité, qui offrent la perspective d'avoir un penalty ou d'avoir une décision vraiment contraire, un fait de jeu contraire sifflé contre toi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup trop souvent, et s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce saut mal maîtrisé, encore une fois, je crois que la partie peut tourner bien différemment, parce que Montpellier a été bon, Montpellier a été intéressant,
mais franchement Montpellier n'a pas été supérieur et ça se voit dans à peu près toutes les statistiques que tu peux trouver sur la rencontre. Si on jette un coup d'œil avec notre partenaire du jour OneFootball, on voit 55% de possession, 45%, ça à la rigueur c'est pas la stat la plus parlante, mais beaucoup plus de duels gagnés, c'est du 60-40, plus de corners, 11-4, plus de tirs, 19-10, plus de tirs cadrés, 7-3, même niveau expected goals, et malgré l'occasion en 2 temps de Delors qui fait significativement grimper le chiffre sur une occasion de tir très dangereux, Lyon est quand même devant, je crois que c'est du 2-17 à 1,75, quelque chose comme ça. Si tu regardes le classement corrigé en fonction des XG l'année dernière, le classement corrigé en fonction des expected points, Lyon est 3ème, Lyon est sur le podium, et cette saison, encore une fois, Lyon, au lieu d'avoir 4 points au bout de 3 matchs, Lyon en a 7,12, quelque chose comme ça, et Lyon est leader de Ligue 1, avec un match en plus par rapport à Marseille, Saint-Etienne, etc. Évidemment, c'est pas les expected points qui comptent, et puis même cette stat est à bien des égards défaillante, mais elle souligne quand même le fait qu'il y a un vrai manque d'efficacité, autant dans la surface adverse que dans sa propre surface, et voilà, le fait de se mettre beaucoup trop à la merci des faits de jeu. Après, c'est très bien d'avoir des excuses, ça fournit des excuses, et je crois même que parfois ça peut bien arranger certains, mais pour moi, c'est pas une excuse parce que tu dois ne pas être à la merci de ces faits de jeu. Les faits de jeu, ça fait absolument partie du foot, et concéder un penalty contestable, ça va arriver à toutes les équipes du monde. Est-ce que ce sera le penalty qui te fera passer à 1-0, ou est-ce que c'est le penalty qui finalement te causera pas tant de soucis que ça parce que tu as déjà marqué 3 buts, ou parce que tu es dans une posture confortable. Donc ça, c'est le deuxième point, et ensuite, le dernier gros problème à mes yeux, au-delà d'une animation qui est largement perfectible à la relance, et au-delà de la gestion de ces péripéties, de ces faits de jeu, et du manque d'efficacité dans les deux surfaces, le gros problème pour moi, c'est que tu as un système. C'est encore plus fondamental et plus basique que l'animation, mais tout simplement le système me semble pas du tout en adéquation avec les qualités de ton effectif. En gros, c'est très bien de s'être débarrassé des ailiers, ça c'est une bonne chose, parce que dans l'effectif t'as pas de bon ailier, mais j'irais même encore plus loin, et je dirais que dans l'effectif t'as pas de vrais bons joueurs de couloir, en tout cas d'un point de vue offensif. Et alors du coup, ce système à 3 défenseurs, 4 milieux de terrain, voire 5, et il fait la part belle aux pistons. Les pistons jouent un rôle absolument fondamental, et Maxwell Cornet peut débloquer quelques situations. Je crois que le pire, c'est que c'est même pas son pire poste, c'est sans doute son meilleur, parce que face à une équipe où il est amené à jouer en transition, du coup il peut faire jouer ses qualités premières, son potentiel athlétique, sa vitesse, le fait de ne pas se poser de questions, potentiellement une finition pas trop dégueu. Donc ok, mais je veux dire, hier encore, niveau qualité technique, il perd des ballons le long de la ligne de touche. Dans les petits espaces, c'est tout simplement pas un joueur qui va être capable de se dépêtrer de son adversaire ou de faire des différences en étant arrêté. Et puis de l'autre côté, Léo Dubois, pareil, avec ballon et dans des zones avancées, c'est très pauvre. Ce système, il me semble pas du tout construit pour exploiter au mieux les qualités de l'OL. Et puis quand tu vois le mal fou que tu as à créer une animation pertinente, je crois qu'un 3e défenseur central, c'est vraiment pas nécessaire, et un gars en plus un peu plus haut, ça pourrait être bien. Et alors pour finir, je crois qu'on raterait quelque chose si on sortait de l'analyse de cette rencontre sans dire un vrai mot de Montpellier, qui est une équipe intéressante, qui le prouve depuis plusieurs saisons. C'est pas vraiment une surprise, même pour l'OL, de perdre à la Mosson. Mais j'aimerais mettre en valeur quelques points et quelques joueurs, en particulier déjà Tedji Savani. Alors j'ai vu beaucoup de choses, j'aimerais aussi apporter un petit peu de nuance là-dessus, rappeler qu'il a un petit peu vampirisé le jeu de Montpellier sur le premier quart d'heure. Je me souviens notamment d'une situation où Montpellier arrive à la sortie d'un corner défensif en 52, 53, quelque chose comme ça, et il s'enfonce un petit peu tout seul au lieu de décaler ses coéquipiers. Ça frappe est contré par Guimarães, il gâche une belle situation. Même un peu plus tôt dans le match, il a une frappe qui dégaine à 25-26 mètres, qui me semble un peu trop lointaine et qui est très écrasée. Il a tendance à prendre vraiment le jeu à son compte, mais quand même, quel joueur décisif. Le deuxième but vient pas si c'est pas lui. En plus de son efficacité, en plus du plaisir esthétique qu'on ressent en regardant Savanier, je crois qu'il y a aussi quelque part une certaine satisfaction philosophique. Il incarne beaucoup de choses qui sont propres au foot, qui permettent de faire la différence en foot, peut-être plus que dans d'autres sports. Finalement, c'est le numéro 10 un peu à l'ancienne, avec sa bedaine, ses quelques kilos en trop, mais il a ce qui est le plus important en foot, à savoir la qualité technique, ça il n'en manque pas, la vision du jeu,
plusieurs situations qui le prouvent. Et puis l'amour du maillot, la passion, vraiment le gars est amoureux de son club, ça on le voit pas tant que ça, donc voilà, un petit mot pour ce Savanier qui est très très enthousiasmant, et je pardonne ceux qui tombent un petit peu amoureux d'un joueur comme ça, puisque c'est aussi mon cas. Mais après je voulais juste un petit peu nuancer le tableau et rappeler que ça me semble quand même un peu trop léger pour l'équipe de France, notamment sur sa capacité à enchaîner les efforts. Alors voilà pour Savanier. Ensuite il fallait dire un petit mot de Mihailo Ristic qui joue à piston gauche, qui fait un bon début de saison et que j'ai trouvé super intéressant. Vitorino Hilton, 107 ans, est toujours une vraie, bon, malgré son carton rouge, toujours très efficace dans les duels, et puis en plus un petit supplément de bagage technique qui lui permet de se sortir de certaines situations avec beaucoup de facilité, beaucoup de grâce, ça m'a plu. Puis voilà, très bon début de saison de Montpellier, il y a cette défaite à Rennes, mais t'enchaînes avec une victoire contre Nice, contre Lyon, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas où on les verra cette saison. Je ferai bientôt, promis, mon classement de Ligue 1 pour la saison qui arrive. Mais voilà, une équipe à suivre, sans aucun doute. Donc voilà pour le match, on s'arrête là, je crois qu'on a fait déjà bien assez long. On termine avec la séquence prono, avec mon partenaire BetClick. Alors là, la dernière fois qu'on a fait une séquence prono sur la chaîne, on lançait ce nouveau petit projet qui était de recenser les matchs que je pronostiquais, de parier moi-même dessus aussi. Et puis, simplement d'avoir voilà, un log pour voir à la fin de la saison si on a été plutôt bon ou non. Alors la dernière fois, c'était il y a un petit moment maintenant, on avait fait 1 sur 2 du coup. J'avais raté le pari sur le Community Shield, j'avais dit Liverpool au bout de 90 minutes, et au bout de 90 minutes c'était nul, en plus Arsenal l'a gagné au surbut finalement. Et j'avais dit également victoire de l'OM à Brest, ça pour le coup c'est passé, donc on est à 1 sur 2. Et j'ai à nouveau choisi un match de l'OM pour, en espérant que ça me porte chance, à nouveau choisi un match de l'OM pour mon pari de cette semaine. Ce sera Marseille-Saint-Etienne qui joue demain soir et où je vois Saint-Etienne faire un petit coup. Alors ce serait vraiment historique parce que ça fait 41 ans, il me semble qu'ils n'ont pas gagné au Vélodrome, quelque chose d'incroyable comme ça. Mais je me dis que ce Marseille qui a un jour de récupération en moins que Saint-Etienne, qui sort un petit peu peut-être avec l'ivresse de sa victoire au Parc des Princes, et en plus face à un Saint-Étienne qui marche très très bien en ce moment. Alors 2 victoires sur leurs 2 derniers matchs sans encaisser de but, 2-0, 2-0, beaucoup de talent notamment au milieu de terrain, une vraie belle équipe à suivre cette année. Je les vois faire un coup, et alors ce serait historique, mais je pars sur un petit coup. C'est le nul ou la victoire de Saint-Étienne, c'est à 1,72. Donc à mes yeux, pas du tout implausible. Et pour mon deuxième match, j'ai choisi la rencontre de vendredi, OL-Nîmes. Là, c'est très simple. Je vois les 2 équipes marquées. Nîmes qui fait un début de saison, on va dire, plus intéressant dans le jeu que dans les résultats, mais qui marque à chaque rencontre. Je vois la série se prolonger à Lyon, au Groupama Stadium, où l'OL est assez loin d'être imprenable. Je ne me prononcerai pas nécessairement sur le résultat de la rencontre, mais voilà, les 2 équipes marquent à 1,78. Franchement, je crois que ça a de très très grandes chances de se réaliser. Et puis, alors là, je le compterai pas dans mes paris officiels sur le tableau. J'ai quand même misé dessus aussi, comme les autres paris, mais j'ai mis une toute petite pièce sur Nîmes marque en premier et victoire de Lyon, parce que c'est à 8,15. Ce sera exactement le même scénario que contre Dijon, c'était la première journée de l'OL. Et voilà, c'est un scénario qui s'est souvent répété ces dernières années, à 8-15. Voilà, je le mettrai pas dans mon tableau si ça passe ou non, promis, on sera honnête là-dessus, mais je mets personnellement une petite pièce dessus. Donc voilà, si tout ça vous intéresse et que vous voulez tenter votre coup sur BetClick, vous pouvez vous inscrire et utiliser mon code promo Willou, ça m'aide vraiment vraiment beaucoup en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, de notre côté on se retrouve très très vite pour la suite. Il y aura sans doute une vidéo d'analyse de Marseille-Saint-Etienne, et puis une analyse un peu plus classique ce week-end aussi. Voilà, d'ici là comme d'habitude je vous souhaite de passer une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit donc à bientôt. Bisous.